le forum du studio Kalangu, 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 le forum du studio Kalangu. Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment assurer une bonne éducation aux enfants au sein de la cellule familiale. L'éducation familiale est le processus par lequel une famille élève et éduque un enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Le but de l'éducation familiale fait l'objet de débats. En général, les parents subviennent aux besoins physiques de l'enfant, le protègent des nuisances, lui transmettent des compétences et valeurs culturelles jusqu'à ce qu'il devienne indépendant, généralement après l'adolescence. Avec nos invités, nous allons voir comment assurer une bonne éducation aux enfants dans la cellule familiale. Pour ce faire, nous avons dans ce studio A Madame Fodi Halima, enseignante à la retraite et présidente de l'Association nigérienne des éducateurs pour le développement en aide. Madame Fodi Halima, bonsoir. Bonsoir. Mohamedou Moussa, président de l'Association de lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten. Mohamedou Moussa, bonsoir. Bonsoir, M. Mokhtar. Au téléphone, Abdouda Malam, sociologue. Abdouda Malam, bonsoir depuis Maradi. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Madame Fodi Halima, à partir de quelle période commence l'éducation d'un enfant au sein de sa famille? Je vous remercie vraiment de m'avoir donné cette occasion de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. L'éducation dans la famille, vraiment, c'est une œuvre de longue haleine et qui commence normalement très tôt. Et traditionnellement, nous savons que ça commence depuis la gestation, depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Avant même la naissance. Avant même la naissance, parce que il y a par exemple, on dit que si la femme enceinte dort beaucoup, eh bien, son enfant sera paresseux. Donc, vous voyez, il y a déjà des idées pour cette éducation-là dès la grossesse. Et ça doit continuer parce qu'il faut déjà avoir des objectifs. L'éducation, il faut qu'il y ait des objectifs et travailler pour les atteindre. Ce n'est pas dire que, bon, je veux que mon enfant devienne un homme vraiment respectable et respecté, quelqu'un vraiment qui a atteint un très haut niveau dans la société, mais il faut travailler pour y arriver. Ce n'est pas seulement avoir cette idée. Il y a l'installation des habitudes, comme j'ai dit dès le début. Il faut que l'enfant ait déjà l'habitude vraiment de respecter les règles, d'être courageux, de travailler, tout ce qu'on veut, en tout cas devenu adulte. Et c'est là, il y a donc le comportement propre des parents. De la façon dont il se comporte, l'enfant regarde lui aussi et c'est déjà un apprentissage. Il y a aussi l'orientation vers des valeurs. Et ça... Vers des valeurs, vous voulez dire les us et coutumes? Oui, les us et coutumes. La religion. La religion et aussi vraiment toutes les valeurs dont on pense que ce sont les meilleures. De quelqu'un qui est travailleur, de quelqu'un vraiment qui est digne, qui respecte les gens. Tout cela,
toutes ces valeurs avec les valeurs aussi morales, hein, les valeurs intellectuelles, tout cela, il faut vraiment que ça soit inculqué à l'enfant et quand il continue à grandir, que ça l'accompagne aussi. Donc, c'est pas qu'il faut attendre, non. Ces valeurs, ça vient, on le fait doucement et chaque fois en canalisant, en orientant l'enfant. Hein. Ne pas le laisser acquérir des valeurs, acquérir vraiment des comportements qui sont contraires, qui sont contraires à la déontologie, qui sont contraires à la vie dans la société. Et parce que nous savons que l'éducation, il y a celle qui se trouve qu'on fait dans la famille, mais il y a aussi l'éducation dans la rue et il y a aussi l'éducation à l'école. Et l'éducation dans la rue, maintenant, nous sommes en train de constater qu'elle est même en train de prendre le dessus avec toutes les informations qui viennent de partout. D'abord avec les camarades, avec la télé, avec Internet. Et ce n'est pas toujours des informations recommandables. Alors, Madame Foudi Halima, comment ça se passe concrètement au sein de la cellule familiale, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de parents mineurs qui ne savent pas, eux aussi, comment éduquer leurs enfants? Oui, donc dans la cellule familiale, ce que nous constatons actuellement, c'est que c'est ça qu'on a appelé des missions. Moi, je pense que peut-être qu'ils aiment trop leurs enfants et ils n'arrivent pas vraiment à les remettre à leur place. Hein? Et comme ça, quand un enfant, avant on dit qu'il ne faut pas que quand il va en ville, qu'il demande qu'on lui donne quelque chose, surtout à manger. Et quand on met l'enfant au dos, on dit mettez-lui ses mains dans le pagne pour qu'il n'ait pas la possibilité de tendre la main. Mais ici, on voit que ce sont les parents même... C'est des valeurs, tout ça là? Oui, ce sont des valeurs. Et celui qui est habitué à tendre la main, c'est le gros problème qu'on a actuellement. Vous avez vu tous ces parents avec des petits-enfants qu'on envoie pour qu'ils aillent commander auprès des gens dans la rue. Hein? Alors que vraiment, c'est contraire à nos valeurs. Hein? Et c'est même une éducation. Si tu ne sais que tendre la main, eh bien, tu vas grandir et chercher à tendre la main. Et bon, parfois, même, peut-être apprendre même ce qu'on ne t'a pas donné. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à tendre la main, obligatoirement, il va chercher une voie pour avoir ce dont il a besoin. Mais si on sait que vous devez tendre la main, c'est grave. Donc, et aussi, je ne sais pas, peut-être c'est la pauvreté des parents qui fait que, bon, certains parents, mais même ceux qui ne sont pas pauvres, qui fait qu'on met l'enfant devant. Eh bien, comme je l'ai dit, qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Par exemple, l'enfant, quand il va à l'école, peut-être sous prétexte de lui donner le temps de travailler, à revenir à l'école, de l'école, on le laisse, il ne fait rien et il s'habitue à l'oisiveté. Hein? Et aussi, quand il fait des choses, on dirait que les parents ont peur de lui dire non, ce n'est pas ça. Eh bien, tout ça, c'est un apprentissage. Il enregistre tout cela. Hein? Et maintenant, même devenu adulte, eh bien, il prend ses désirs pour vraiment, ses volontés pour des choses réelles. Il ne cherche même pas les moyens de subvenir à ces besoins-là. Il cherche trop la facilité parce que ce que nous constatons... C'est ça l'éducation d'aujourd'hui? C'est ça l'éducation d'aujourd'hui. Alors qu'avant, les règles, c'est le travail, le courage, le respect, l'honnêteté, l'intégrité. Et tout cela, vraiment, nous constatons que beaucoup de familles font fi de cela. Et l'enfant,
Mais parfois, vous n'avez même pas les moyens, mais vous cherchez à donner à votre enfant quelque chose qui dépasse votre moyen. Et un enfant à qui on va acheter des compotes au niveau des supermarchés, on lui donne, il est tout petit. Et maintenant, quand il va devenir un peu plus grand, il refuse de manger le plat familial alors qu'on n'a plus les moyens de continuer à le nourrir de cette façon-là. Donc, c'est pour cela que je dirais actuellement ce qu'ils font, les orientations que les parents donnent à leurs enfants, hein, ça les dévie déjà. Et l'enfant qui veut faire quelque chose, il veut aller, il a vu une tasse, il veut aller vers la tasse là, au lieu de l'empêcher d'arriver, on dit un tel, mais reviens, au lieu de l'attraper. Parce que moi, c'est ça que je suis en train de vivre avec les jeunes femmes de maintenant. Il faut que l'enfant aille et qu'il renverse la tasse, et après, on dit, Baïji, non, mais quand même, il faut agir. Vous avez un objectif de faire de votre enfant quelqu'un vraiment de correct. Eh bien, c'est dès qu'il est tout petit qu'il faut installer, et donc qu'il faut installer ce mécanisme-là, qu'il comprenne qu'il y a des interdits, il y a ce qui est autorisé et qu'il travaille avec ça. Mohamed Moussa, comment votre association, l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, aborde-t-elle les questions liées à l'éducation des enfants au sein de la cellule familiale? Écoutez, merci Mokhtar de nous inviter. Et bonjour à Hajia. Et bonjour aussi à tous ceux qui écoutent, ou bonsoir à tous ceux qui écoutent votre radio. Et vous parlez de comment nous abordons la question au niveau de l'ONG Alten. Eh bien, vous savez, la question de l'éducation des enfants, elle est fondamentale dans notre mission de lutte contre le travail des enfants, à plusieurs égards. Au moins pour le fait qu'on a besoin de modeler des exemples très positifs pour la société de production de demain, parce que nous sommes dans le monde quand même du travail. Et comment nous abordons la question? Nous l'abordons de plusieurs angles. L'angle d'abord, c'est celui de l'intervention auprès des autorités pour que des lois soient faites, pour qu'une réglementation permette à la cellule familiale de se consolider de manière à ce que le père et la mère s'assument. Parce que tant que la cellule familiale est fragilisée, tant que des incertitudes sont vécues par la cellule familiale, ça se répercute sur les enfants et ça va se répercuter forcément sur la vie des enfants. Donc ça nous ramène à tout ce qui est dispositif de réglementation dans le cadre du travail, de la sécurisation du travail et dans la protection sociale. Parce que ces normes-là, lorsque l'État viendrait à les maîtriser, eh bien, la répercussion est directe au niveau de la famille et ça impacte sur le comportement des uns et des autres. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est à travers les sensibilisations que nous faisons qui peut-être vont à l'endroit directement des parents pour que l'enfant soit sacralisé au point où ce qu'on doit lui dire, ce qu'on doit lui faire doivent être connus, au point où on doit faire attention à ce que l'enfant, dans son éducation, Hajia tout à l'heure a parlé depuis la gestation, effectivement, l'enfant, des scientifiques ont démontré que dès la gestation, il est à l'écoute de son environnement. Donc il est à l'écoute a priori de son père et de sa mère, on suppose, qui constitue la première cellule de la famille. Donc à cet égard-là, le père et la mère ont le devoir de maintenir la précaution pour que l'enfant entende ce qu'il doit entendre. L'enfant voit ce qu'il doit voir et l'enfant comprenne ce qu'il doit comprendre, puisque chaque chose en son temps, à son temps. Et l'enfant qui est censé comprendre une question, il doit la comprendre au moment où il doit la comprendre et il ne faudrait pas retarder les choses lorsqu'elles doivent arriver. L'enfant, il est dans un processus d'émancipation, dans un processus de construction de sa personnalité, il est dans un processus de compréhension de son environnement. Et le premier élément qu'il a de l'environnement, c'est d'abord sa mère et ensuite son père et tout ce qu'il y a à côté de lui. Ça peut être des frères, des oncles. Donc la cellule familiale, elle, cette question, nous faisons en sorte qu'elle l'aborde avec beaucoup de sérénité, qu'elle l'aborde aussi avec beaucoup de précautions dans le sens où tous les standards qui sont nécessaires au développement de l'enfant soient au moment opportun présentés à l'enfant. Que ce soit lorsque l'enfant va commencer à voir, à rire,
lorsque l'enfant va commencer à parler, il va commencer à marcher, il va commencer à aller vers les gens, l'enfant décèle les gentillesses, il décèle les mouvements d'humeur, il décèle les mécontentements des uns et des autres. Donc vraiment, notre souci, c'est que dans le cadre des sensibilisations que nous faisons, que les uns et les autres comprennent que l'enfant doit être sacré. Parce que c'est lui qui va perpétuer tout ce qu'on fait. Forcément, un jour, les parents vont partir. Forcément, un jour, son environnement va se modifier, va évoluer. Et il faut que l'enfant apprenne à conjuguer avec. Apprenne à savoir que si ça doit se modeler à un certain moment, il faut qu'il puisse suivre. Il ne faut pas qu'il reste sur des carcans dans lesquels il n'évolue pas. S'il évolue dans une famille aujourd'hui, seul père et mère, demain il va évoluer dans une école avec d'autres enfants qu'il ne connaîtrait peut-être qu'à l'occasion. Il va évoluer dans d'autres villes où il pourra peut-être un jour être dans une situation où il ne connaît personne. Donc le tout vient de la cellule familiale qui doit lui enseigner ces standards-là de manière à ce qu'il les capte pour qu'il puisse avoir une ouverture d'esprit à mieux comprendre et à mieux maîtriser ce qu'il doit maîtriser. Alors, maîtriser la langue, maîtriser son ventre, maîtriser beaucoup de choses. Alors, Mohamed Moussa, comment assurer une bonne éducation à ses enfants? Comment assurer une bonne éducation? C'est qu'il faut connaître les limites, les barrières des choses. La limite de là où il faut rire, la limite de là où il faut laisser faire et la limite de ce que l'enfant peut faire, ce qu'il doit faire. Même en matière de travail, c'est vrai, le travail des enfants est notre mission fondamentale. On a beaucoup parlé de le travail de l'enfant dans la cellule familiale aidée n'est pas un travail des enfants. Effectivement, le travail des enfants, c'est un concept qui regroupe des éléments qui sont clairement édictés dans la Convention 182 sur l'élimination des pires formes du travail des enfants qui a été adoptée en 1999, notamment l'esclavage et les formes analogues, la prostitution, les travaux illicites et les travaux dangereux. Comme aujourd'hui avec les conflits armés, quand on pourrait utiliser un petit enfant de 5 ans, de 6 ans. Donc si on comprend, aider sa maman à balayer la cour, voilà, à nettoyer les tasses. À nettoyer les tasses, aller même vendre quelque chose ne fait pas partie du domaine du travail des enfants. Le BIT ne l'a pas dit, nous-mêmes on ne l'a pas dit. On n'a pas dit à la mère de ne pas tirer son enfant avec elle pour l'aider. Seulement, ce qu'on dit, faites attention à ce que les éléments édictés dans la Convention 182 ne soient pas l'apanage de l'enfant. Et aussi, faites en sorte que l'enfant soit scolarisé. Parce que quoi qu'on fasse, si on n'a pas amené un enfant à l'école, eh bien c'est une grande perte. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. L'enfant peut être dans une campagne avec ses parents. On ne peut pas dire que forcément il va aller à l'école, mais il va aller à l'école de ses parents. Et cette école-là, elle peut aussi avoir de la valeur dans certaines conditions. Donc vraiment, la cellule familiale, pour nous, c'est elle qui protège l'enfant. C'est elle qui doit le socialiser. C'est elle qui doit lui apprendre les choses en fonction des différentes étapes de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, Mohamed Moussa, de nos jours, quelles sont les difficultés des parents et des enfants? Bon, les difficultés des parents, vous savez, hein, c'est la situation financière et économique. C'est les garanties de lendemain. C'est qu'est-ce que l'enfant, comment l'enfant va conjuguer avec la société de demain. Parce que chaque fois qu'un enfant vient de la cellule familiale, on se pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'il va devenir? Comment on va faire pour qu'il devienne le meilleur possible? Donc vraiment, disons que ces difficultés, elles sont d'ordre d'abord moral. Oui, Mohamed Moussa, sans vous couper, il y a des parents qui sortent le matin de bonne heure et ne rentrent que tard dans la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'éducation à ce niveau? Tout dépend. Vous savez, l'éducation n'est pas que celle du père ou celle de la mère ou des deux. L'éducation, elle est sociétale, elle est environnementale. L'essentiel est que si le parent sort à une certaine heure et qu'il doit revenir qu'à une autre heure... Surtout quand le père et la mère travaillent, quand le couple travaille. Justement, c'est qu'à ce niveau, il y a des précautions à prendre. Parce que le contact physique avec l'enfant font partie des éléments qui le construisent. Donc, c'est de faire en sorte qu'il y a des heures de repos, il y a des week-ends, il y a les congés. Tout ça, la part de l'enfant doit lui revenir. Si on doit revenir la nuit, pendant un très long moment, eh bien, ce serait vraiment dommage. Le souci, c'est que le père, la mère, ou les deux à la fois, puissent être le plus souvent à côté de l'enfant pour assurer son encadrement, pour assurer les différents pas qu'il doit assurer.
pas en termes de locution, pas en termes de manger, pas en termes de boire, pas en termes de regard sur son environnement. Et c'est extrêmement important. C'est vrai, des cas comme ça peuvent exister. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la recherche effrénée de la pitance, c'est dommage. Tous sont obligés de courir pour sortir. Tous sont obligés de revenir fatigués à des moments où l'enfant a même besoin peut-être parfois d'entendre un peu certaines choses, certaines explications. Et même, pourquoi pas, des contes comme on a l'habitude de le faire à nos enfants, on a l'habitude, nous, d'en recevoir avec nos parents, pour un peu imager la société, imager l'environnement auquel il fera face un jour. Si la technique est bonne, on va aller du côté du Maradi avec notre sociologue Abdou Malam. Beaucoup de spécialistes s'accordent à reconnaître que l'éducation de la rue est dangereuse pour les enfants. En effet, en traînant dans la rue, un enfant découvre un monde à part qui ne ressemble ni à la vie de la famille, ni à la vie scolaire. Quels sont les risques qui existent dans l'éducation de l'enfant par la rue, Abdou Malam? Bonjour Mokhtar Mahmoudou, bonjour les collègues Mamadou Moussa et Hajia qui ont intervenu sur ce thème combien important, comment assurer une bonne éducation au sein de la cellule familiale. Et la question que vous venez de me poser par rapport à l'éducation de la rue, son impact sur l'éducation de l'enfant. Et là, je vais un peu rappeler que les différentes formes de l'éducation, nous avons l'éducation traditionnelle, l'éducation moderne et l'éducation de la rue. Donc, nous avons deux grands volets, l'éducation interne qui est celle de la cellule familiale et l'éducation externe, là où on fait face d'abord à cette éducation et avec le contexte de l'éducation moderne qui n'est autre que l'école actuelle. Et la rue éduque l'enfant, mais l'éducation de la rue est une éducation conflictuelle. Parce qu'en sortant de la cellule familiale, l'enfant va croiser d'autres enfants qui, à travers eux, il va apprendre d'abord les mauvais comportements. Parce que la rue, c'est un cadre repoussant pour l'enfant. Pour lui, c'est un cadre qui devait être comme celui de la famille. Mais très malheureusement, au premier contact de l'enfant dans la rue, c'est un contact, comme je l'ai dit, conflictuel. Il va faire face à déjà un cycle, c'est-à-dire les mauvaises pratiques de la rue. Et ces mauvaises pratiques, l'enfant va tenter de les ramener au sein de sa famille, là où une bonne éducation lui est assurée. Et si les parents ne s'y prennent pas garde, ils peuvent nier cette mauvaise pratique apprise dans la rue et qu'au fil du temps, après avec la phase d'adolescence, l'enfant peut joindre cette éducation de la rue à celle ou rejeter celle reçue, celle de base reçue par sa famille. La rue éduque aujourd'hui, c'est l'impact de cette éducation de la rue que nous avons de partout dans la famille et même à l'école. Parce que la société qui devait accompagner les parents dans le rôle régalien de l'éducation, parce que la vie de l'individu et celle de la société, c'est-à-dire la vie de l'enfant, et celle de la société dépend de la formation reçue par l'enfant. Et quand on voit ces connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises par l'enfant à la maison sont à l'épreuve un peu traversées par les comportements, surtout les mauvais comportements, les mauvaises habitudes des enfants de la rue. Des enfants de la rue. Il y a les enfants de la rue et il y a les enfants dans la rue. Toutes ces catégories concourent à braver les valeurs morales intrinsèques acquises par l'enfant dans la cellule familiale. La rue est hostile à l'enfant qui sort pour la première fois.
Maintenant, une fois à la maison, si les parents ne sont pas vigilants, l'enfant va commencer à vouloir mettre en pratique ce contact brutal qu'il a eu avec ses semblables au dehors. Et ce contact au dehors a des répercussions sur la préparation de la vie adulte que la famille est en train de faire à cet enfant-là. Et de par la multitude de cultures que nous avons, il y a des enfants à la croisée de la rue qui peuvent adopter un comportement exemplaire, mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est les mauvaises pratiques qui sont plus nombreuses que les bons comportements chez ces enfants-là. Alors Abdou Damalam, comment éviter cette éducation de la rue aux enfants? Et pour éviter cette éducation de la rue, il faudrait que les parents, la société, l'État, chacun en ce qui lui concerne, apporte son concours. Parce que l'enfant, en sortant de l'école, il doit être quand même suivi ou contrôlé par la société. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette société ne respecte plus ces règles sociales qui, dans le temps, on dit l'enfant appartient à tous. Mais aujourd'hui, il y a une situation de l'heure qui fait que l'enfant, étant un être sacré, n'est plus cet enfant que la société peut corriger sans pour autant qu'il ait de conflit. Maintenant, pour que cela soit bien réglé ou bien réglementé, il faudrait que la société, l'État puisse corriger l'enfant sans pour autant que les parents puissent quand même faire une quelconque peut-être intervention. Et cela dans le bon sens. Il ne s'agit pas de dire que nous avons un droit sur l'enfant parce que nous devons contribuer à ta formation et nous allons nous permettre d'utiliser un traitement dégradant qui va jusqu'à le blesser. Ce n'est pas ça. Nous avons des façons, des manières de correction qui sont connues par tous dans la société. Un enfant qui pose un acte, lorsqu'il nécessite d'être interpellé, vous l'interpellez et en un moment, vous informez son parent. Et c'est la même chose quand l'État constate une situation de dérive par rapport à l'éducation de la rue. L'État a l'obligation morale de prendre des mesures idéales qui s'imposent sans pour autant porter atteinte à l'intégrité morale de cet enfant. Alors, merci Abdou Damalam. On va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Madame Foudi Halima. Madame Foudi Halima, quelles sont les conséquences de l'accès à l'Internet et à certains programmes de télévision sur l'éducation des enfants? Merci, monsieur. Donc, vraiment, comme il l'a dit, c'est l'éducation de la rue. Moi, je mets l'Internet, la télévision dans l'éducation de la rue parce que vraiment ce n'est plus sous le contrôle des parents, ce n'est plus sous le contrôle, bon, même l'État peut-être qu'il pourrait faire quelque chose, en tout cas ça dépasse l'État et les conséquences vraiment sont énormes parce que ce qui est diffusé sur Internet ou bien les programmes auxquels les enfants ont accès, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et personne ne peut contrôler parce qu'on ne sait même pas à quel moment ils arrivent à y accéder. Et les conséquences sont là, nous les vivons. On ne sait pas où est-ce que ces enfants apprennent certaines choses et qu'ils valorisent encore plus que ce que les parents sont en train de leur montrer, ce que les parents sont en train de leur dire. Alors, Madame Foudi Halima, comment éviter tout cela?
éviter tout cela, je pense que... Est-ce qu'il faut réglementer l'accès à l'Internet aux enfants? Je pense que si cela est possible, c'est de pouvoir réglementer l'accès à l'Internet aux enfants. Parce que nous travaillons aussi sur l'éducation, surtout la scolarisation des filles. Qu'est-ce que les parents, quand on a fait une assemblée villageoise, les parents nous disent c'est le portable qui empêche les filles de travailler à l'école. Donc, vous voyez, c'est vraiment grave. Hein? C'est grave. Alors, est-ce que, je sais que l'État a essayé de réglementer un peu en disant qu'on n'utilise pas les portables à l'école. Mais à la maison... Mais à la maison, on n'arrive pas à empêcher les enfants de le faire. Mais certains parents, vraiment, interviennent dans ce sens. Et je pense que c'est la bonne manière, c'est de pouvoir essayer de réglementer l'accès à ces gadgets-là aux enfants. Et les programmes de certaines télévisions, les séries novellas. C'est ça. Et aussi, être proche, très proche de ces enfants. Et de pouvoir échanger et de leur dire ce que vous voyez là, ce n'est pas la réalité. Hein? Ce n'est pas la réalité. Les gens, c'est commercial. Hein? Donc, vous, vraiment le mieux, voilà le chemin que vous devez prendre. Comprenez que ce n'est pas vrai. Hein? Comprenez que pour votre réussite, pour votre vie, voilà comment vous devez vous comporter. Donc, les conséquences de ces gadgets-là. Et même, il y a même des grands qui ne comprennent pas en réalité que c'est pas vrai. Même les Dandaline Soyeya, là, vraiment, bon, il y a des choses qui corrigent dans ces Dandaline. Mais les gens, il y a ceux qui ne comprennent pas que c'est une mise en scène. Madame Foudi Halima, qu'est-ce que l'État du Niger peut faire pour apporter des solutions urgentes et concrètes à la problématique liée à l'éducation des enfants à la maison et à l'école? Oui, bon. Donc, à l'école, c'est plus facile parce que là, il y a un dispositif qui est là, c'est de le perfectionner au mieux. Nous avons l'école depuis les jardins d'enfants, c'est très important. Hein? Donc, ça, si ce dispositif est bien performant, eh bien, ça peut amener beaucoup de réponses à l'éducation des enfants et ça va aussi aider l'éducation dans la famille, puisque les jardins d'enfants ont des enseignants et enseignantes, les écoles primaires et ainsi de suite. Donc, si ce personnel-là, il est efficace, eh bien, ça va permettre de réguler l'éducation. Bon, ça c'est à l'école, mais à la maison, qu'est-ce que l'État peut faire? Est-ce que l'État peut faire quelque chose à la maison? Oui, il y a des choses que l'État doit faire. Parce que parfois, et je pense que le président de Alten l'a dit, il y a parfois la pauvreté qui intervient dans le fait que les parents n'arrivent pas vraiment à assumer l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est de voir cela. Et tous ces enfants qui sont dans la rue, je pense que c'est aussi un dispositif qu'il faut pour pouvoir les recueillir et aussi les retourner. Il y a des ONG qui le font. Comme il y a le réseau, la CONAF regroupe beaucoup de ces ONG-là qui essaient de ramener les enfants qui sont hors de leur famille, qui sont en conflit avec leur famille, oui, avec la loi et avec la famille. Tout simplement, ils ont fui, ils sont dans la rue. Eh bien, l'État vraiment doit, et je sais qu'il y a des études dans ce sens-là, savoir les enfants qui sont dans la rue, mais plus que les études, l'État doit intervenir pour que les parents puissent
récupérer leurs enfants. Et les parents eux-mêmes ont besoin d'éducation pour éduquer leurs enfants en ce moment-ci. Mohamed Moussa, quelles solutions préconisez-vous pour aider les parents à faire efficacement face à leurs responsabilités? Bon, les solutions que nous allons préconiser sont déjà celles qui sont contenues dans nos messages d'information et de sensibilisation. La famille doit être stable. Stable au point où on sent une harmonie entre le père et la mère. Des questions qui ne doivent pas être traitées devant l'enfant doivent être évitées devant l'enfant. Des questions qui ne doivent pas être traitées devant autrui doivent être évitées devant autrui. Parce que l'enfant se nourrit des modèles qu'il voit avec ses parents. Les modèles, ça peut être des discussions, ça peut être des disputes, ça peut malheureusement être des bagarres. Et notre souhait, c'est que les parents comprennent que l'enfant de la gestation jusqu'à ce qu'il ne soit plus avec eux, est toujours, même après, il est toujours sous leur éducation. Donc, c'est vraiment faire attention à ce que les standards éducatifs soient là. Alors, Mohamed Moussa, quelles sont les valeurs prioritaires fondamentales qu'il faut transmettre aux enfants à la maison? Les valeurs, d'abord, c'est le comportement vis-à-vis d'autrui. Devant autrui, il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir de la pudeur. Même devant ses propres parents, il faut éduquer un enfant à s'habiller, à ne pas être nu, à ne pas être dans des situations où ça peut mettre mal à l'aise. Donc, il faut apprendre ces valeurs-là à l'enfant. Il faut apprendre aussi des valeurs de retenue. Retenue vis-à-vis de la nourriture, retenue vis-à-vis même de la parole, parce que la parole, c'est important. L'enfant va être dans la cellule familiale, il va entendre beaucoup de choses. Il faut qu'il fasse attention à les conserver, à savoir qu'on ne parle pas de tout, on ne parle pas partout. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses. Il faut apprendre aussi à l'enfant la patience. Parce qu'on a vu un enfant, parfois des enfants à partir d'une certaine heure, commencent à crier, le plat n'est pas venu. Le plat peut un jour ne pas venir du tout. Donc, ces genres de valeurs-là, il faut les apprendre. Nous ne sommes pas dans une situation où l'aisance peut être là partout. Il peut y avoir des moments de difficulté. Donc, les parents doivent prévoir ça. Ils doivent prévoir à ce que l'enfant puisse acquérir un modèle de vie qui lui permettrait de traverser tout. La chance qu'on a, c'est que pour ceux qui sont musulmans, et même les chrétiens, observent le jeûne. Le jeûne est une sorte d'exercice, non seulement à être pieux, à savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais surtout à garder sa bouche. Si la technique est bonne, on va aller vers le sociologue Abdou Damalam. Abdou Damalam, comment les parents doivent éduquer leur progéniture à l'ère des nouvelles technologies comme les réseaux sociaux? Merci, Mokhtar. Les nouvelles techniques de communication ont intervenu et ont une répercussion sur l'éducation des enfants. Et pour cela, les parents doivent adopter plusieurs comportements afin d'éduquer les enfants. Et l'impact de ces nouvelles techniques de communication vont permettre aux parents de veiller pleinement à l'éducation des enfants. Parce que ces nouvelles techniques véhiculent des valeurs qui ne sont pas du tout bonnes pour la société, malgré quelque part on peut avoir des éléments positifs dans ces communications ou dans ces moyens de technicité ou bien des moyens modernes de communication, mais les parents doivent, en commun accord avec l'État, réglementer d'abord les éléments ou les impacts négatifs de ces nouvelles techniques de communication. Ça, c'est le premier élément, parce que aujourd'hui, ces éléments, nous les vivons au jour le jour dans nos foyers. C'est devant les parents que ces enfants suivent de fois des choses anodines qui ne nécessitent pas d'être connues ou d'être apprises. Et de fois même, ces enfants-là, une fois que les parents veulent verrouiller ou déverrouiller, ils disent qu'ils en ont vu déjà. Donc là, c'est des difficultés que les parents ont
dans ce cadre-là. Mais toujours est-il dit que ces difficultés, il faut les vaincre en mettant en avant la communication avec les enfants, en véhiculant les valeurs morales telles que la tolérance, la patience, la paix, le pardon, etc. Alors, Abdou Damalam, quelle est la part de responsabilité de la société dans l'éducation des enfants? La société contribue énormément dans l'éducation des enfants. Après la famille, c'est la société qui est la deuxième entité qui accueille l'enfant. Et c'est pourquoi elle a un rôle important à jouer dans l'éducation de l'enfant. Et par rapport à ce rôle que doit jouer la société, la communauté dans son ensemble doit participer à l'éducation des enfants en bravant les mauvaises pratiques qui mettent mal à l'aise ou qui mettent à rude l'éducation de l'enfant. Parce que le plus souvent, si l'enfant sort de son entité, de sa famille, il doit être accueilli par la société et que le grand point d'éducation, c'est de prêcher l'exemple. La société doit donner un bon exemple. Et c'est pourquoi le problème de l'éducation de l'enfant ne se limite pas uniquement à la famille, il est aussi celui de la société dans son ensemble. Si l'enfant est mal formé, c'est la société toute entière qui est mal formée. Donc, merci Abdou Damalam. On va revenir ici au studio avec Mohamed Moussa. Mohamed Moussa, quelle est votre opinion au sujet de l'accès des enfants à l'Internet et à certains programmes de télévision rapidement? Bon, vous savez, la question est extrêmement complexe parce que les télévisions, par exemple ici au Niger, elles ne sont pas toutes cryptées. Et avec les rediffusions, il y a des émissions qui sont destinées aux parents à certaines heures, qui sont rediffusées à des heures où peut-être les parents ne sont pas là. Et ce sont les enfants qui sont là. Les chaînes internationales qui sont très prisées aujourd'hui, vous avez parlé des Novelas, elles aussi, malheureusement, beaucoup de parents ne s'adonnent pas à cet exercice-là de cryptage ou de codage pour que les enfants n'aient pas accès à ces chaînes-là. Donc, les enfants ont libre accès à ces chaînes de télévision. Et parfois, ils ont libre accès à Internet, puisque les parents, en général, pour mettre les enfants à jour avec les autres enfants de leur âge, aujourd'hui, vous voyez des enfants de 10 ans, ils savent faire WhatsApp, des classes de 10 ans, de CP, et je dis CP, de CM2, qui sont organisées, qui sont font des WhatsApp. Mais dans le cadre scolaire, où ils s'échangent des choses scolaires qui sont réellement importantes pour leur éducation, pour leur formation. Comment un parent peut-il dire que ses enfants ne vont pas le faire du moment où ils voient les exemples avec les autres? Donc c'est difficile. C'est vraiment de faire attention, d'être prudent et d'être vraiment attentionné aux heures, attentionné au programme que les enfants voient pour un bon cadre. Madame Foudia Lima, rapidement, vos propositions de solutions pour une meilleure éducation des enfants, rapidement, en 30 secondes. En tout cas, l'éducation des enfants, c'est que les parents et la communauté doivent s'entendre pour vraiment redéfinir la manière d'éduquer leurs enfants. Il faut qu'on revienne à nos valeurs, et que tous nous comprenions que c'est ça qui va nous sortir de cet engrenage où les informations nous viennent de partout en désordre. Donc vraiment redéfinissons et relevons-nous, mettons la famille au devant, que le gouvernement aide à ce que les familles se reconstituent, reviennent et qu'on n'ait pas des familles dans la rue comme ce que nous avons actuellement. Voilà, depuis toujours, les adultes apprennent aux enfants à se nourrir, se défendre, à bien se comporter avec leurs semblables, voire à honorer leur divinité. L'importance des pratiques éducatives parentales essentielles à la survie des groupes humains est reconnue depuis fort longtemps. C'est pourquoi les parents d'aujourd'hui ont aussi le devoir de faire face à leurs responsabilités.
Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Fodi Halima, enseignante à la retraite et présidente de l'Association nigérienne des éducateurs pour le développement, Mohamedou Moussa, président de l'Association de lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten, et au téléphone Abdou Dambalam, il est sociologue. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité. Merci, au revoir.